chers amis téléspectateurs, c'est encore un plaisir de nous retrouver devant vos écrans. Encore une fois, nous revenons à une deuxième émission politique au sein de EDTV pour continuer à recevoir nos compatriotes qui se sont décidés, n'est-ce pas, de s'investir dans la politique ici en Belgique. Et aujourd'hui, nous accueillons un homme qui est très connu, en tout cas dans des milieux culturels. Je cite Olivier Kayomo. Bonjour Olivier Kayomo. Bonjour Damien. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. Voilà. Donc, je vais ok. C'est très bien ça. En tout cas, Olivier Kayomo, c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau de EDTV. On remercie d'ailleurs le général manager Richard Tempête, Rich Tempête Compaille, qui nous donne cette opportunité de pouvoir échanger sur un nouveau plateau que tu apprendras à apprécier tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, tu t'es décidé de te lancer, n'est-ce pas, en politique ici en Belgique. Oui. Mais alors qu'au départ, tu es quand même un acteur culturel. Oui. C'est comme s'il y a un revirement assez sérieux entre le culturel et la politique. Est-ce que tu peux déjà nous parler de toi, te présenter? Qui tu es? Eh ben, merci beaucoup. Merci aussi aux téléspectateurs qui nous suivront certainement. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Je suis donc, comme Daniel vient de le dire, Olivier Kayomo. Je suis candidat numéro 28 à la liste 6, liste FDF, à la région bruxelloise. Qui suis-je? Simplement et humblement, je dirais que depuis pas mal d'années, ici à Bruxelles en tout cas, je me suis engagé dans le combat socio-culturel qui m'a amené tout au début de pouvoir créer avec un certain nombre d'amis, vers les années 2000-2002, un groupe de théâtre et une troupe théâtrale, les Piroguiers. Et donc après les Piroguiers, en 2008, il m'était venu à l'esprit de pouvoir écrire un essai que j'ai intitulé Appellation d'origine africaine, qui en fait est une lecture que j'ai faite de la ville de Bruxelles avec des lunettes africaines. Puis après l'appellation d'origine africaine, là-dedans déjà j'ai annoncé la tenue des États généraux de la jeunesse africaine, parce que j'estimais que c'était très important à l'époque où il y avait beaucoup des cas des décès avec les bandes parmi nos jeunes, et qu'à cette époque-là, malheureusement, nos jeunes d'origine africaine s'entretuaient et on n'a pas vraiment entendu beaucoup plus de politiques parler. Donc il m'a semblé que ça allait être intéressant de pouvoir se saisir de cette question, d'y réfléchir avec notre jeunesse, avec notre communauté, et de pouvoir proposer des solutions. Et avec ces solutions-là, essayer d'interpeller les politiques d'alors. Donc nous avons fait donc, en 2010 les États généraux de la jeunesse africaine. Est-ce que c'est cela qui t'a amené directement à vouloir t'investir dans la politique? Je dois vous dire honnêtement que je pense que j'ai déjà l'âme politique en moi. Même quand je faisais que du théâtre, j'y pensais déjà. Et pour moi, déjà faire du théâtre, à l'époque, c'était une action politique. Ça le reste encore aujourd'hui, on le verra. Parce que quelques années plus tard, j'ai écrit Jeune et Seigneur, une pièce qui est tout à fait d'actualité. On va revenir en détail, parce que je crois que tu es comme l'auteur de quelques ouvrages, et puis tu es un metteur en scène, tu as conçu des pièces théâtrales, mais on va y revenir un peu plus dans ton background culturel. Maintenant, j'aimerais savoir quand même pourquoi le choix du FDF. Il y a d'autres partis politiques dans lesquels déjà on a vu plusieurs de nos compatriotes évoluer, et puis il y a beaucoup d'intimité, ici il faut le dire, ou d'acquaintance entre les personnes de notre communauté et ces partis politiques traditionnels. Mais pourquoi toi tu choisis le FDF? Alors simplement le FDF parce que, donc FDF veut dire Fédéraliste et démocrate francophone, parti dirigé par M. Olivier Menguin, je dis en passant qu'il est notre tête de liste pour les élections fédérales. Alors je reviens, les FDF, je suis francophone, je pense que je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup cette langue, je suis un francophile, et je crois que dans notre communauté, majoritairement, nous sommes francophones, et donc c'était important d'être dans un parti francophone. En plus de cela, les choix du FDF, c'est que quand j'ai fait mon analyse, il m'a semblé que la plupart des partis francophones dits traditionnels se sont un peu retournés les dos vers les questions congolaises. Je suis d'origine congolaise, je reste très attaché à mon pays d'origine et notamment à la situation politique. Et je crois que je ne me trompe pas si j'ai dit que ces partis-là, pendant que nous étions en train de pleurer quand on nous a volé les élections en 2011, on ne les a pas assez senti nous soutenir. Et donc c'était important pour moi, le moment où je m'engageais, je voulais vraiment m'engager politiquement dans un parti francophone. Et donc j'ai fait les choix d'un parti où j'espérais qu'on aurait d'abord une certaine liberté d'expression, mais en plus de cela, il y aurait aussi la possibilité de pouvoir émerger. Donc quand j'observais les autres partis politiques traditionnels francophones,
il m'a semblé que j'allais avoir du mal, moi, de pouvoir émerger là-dedans. Pourtant, on a vu, il y a beaucoup de nos compatriotes qui émergent quand même dans d'autres partis. Par exemple, le CDH, nous avons M. Bertin Mapaka, qui est du CDH, qui émerge. Nous avons à une époque Lydia Moutiébélé, qui est au PS, qui émerge. Mais pourquoi tu penses que c'est seulement au FDF qu'il y avait cette possibilité d'émerger? Déjà parce qu'au FDF, il n'y en a pas beaucoup. Et puis parce que aussi, je vous dis honnêtement, en essayant d'approcher quelques-uns de ces partis, j'ai fait mon analyse à moi et j'ai vu que ça allait être difficile que l'on laisse peut-être quelqu'un qui vient du milieu culturel, qui a un discours très clair, de pouvoir peut-être bousculer les choses. Peut-être que ça allait venir en interne aussi, en interne par rapport à la communauté africaine, qui parfois, les gens ne comprennent pas que chaque génération doit peut-être passer ou permettre à ce que les nouvelles générations viennent aussi et se renouvellent déjà à l'intérieur. Je ne l'ai pas senti. Et donc je ne vais pas entrer dans le détail, je ne l'ai pas senti. J'ai préféré aller dans un parti où déjà il était plus facile de rencontrer le président du parti, pour pouvoir parler et dire son background et pourquoi on venait, et surtout faire en sorte qu'une fois qu'on serait dans ces partis-là, qu'on puisse aussi greffer dans le programme global du parti les aspirations de notre communauté, de notre composante. Est-ce que c'est possible ça? Tout à fait possible. Okay. Les francophones démocrates, le deuxième fédéralistes et démocrates francophones, voilà, se disent libéraux sociaux. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous pensons qu'il faut encourager tout ce qui est l'esprit d'entreprise. Hein, la richesse doit être d'abord dans la liberté d'entreprendre, la liberté de parler, etc. C'est ça les libéralismes en fait en soi. Mais en même temps, s'il y a des gens, des hommes et des femmes qui sont libres et qui arrivent à émerger parce qu'ils sont chefs d'entreprise, etc., qu'on tienne compte aussi à une certaine solidarité vis-à-vis des personnes moins favorisées. Et c'est ça un peu, si vous voulez, les libéralismes sociaux. C'est-à-dire il faut pousser ceux qui sont gentils, ceux qui sont bien, ceux qui peuvent créer encore des emplois, mais en même temps, il faut penser à ceux qui ont un peu du mal à pouvoir décoller. Ok, parfait. Alors là, tu es candidat pour les élections au niveau de la région. Et ton électorat, je crois que c'est principalement des personnes d'origine étrangère. C'est mon vivier électoral. Voilà, c'est ça, effectivement. Mais on remarque qu'il y a une forte discrimination à l'embauche, hein, pour ceux qui concernent des personnes de nos communautés. Hein. Il y a une forte discrimination, les taux de chômage sont très élevés dans ces milieux. Comment on peut justifier ça et comment, avec le FDF, cette question peut trouver une solution? Mais déjà, ce que vous dites par rapport à la discrimination à l'embauche, moi j'irais plus loin pour dire qu'il y a discrimination tout court. Pas seulement à l'embauche, hein, même dans le logement, nous avons une problème de discrimination, même dans les médias publics. Hein, on a un problème des discriminations où on voit que les personnes d'origine subsaharienne, il n'y en a pas beaucoup dans une certaine visibilité. Donc il y a un véritable problème des discriminations. Mais pour pouvoir essayer de porter une réponse à cette question, au niveau du FDF, avant que les FDF ne réfléchissent, évidemment il y a une réflexion, mais je pense que moi aussi, en tant que quelqu'un issu de cette communauté et candidat, de surcroît, il est de ma responsabilité de pouvoir apporter quelques propositions dans la lecture de la question, parce que je pense que je peux faire la lecture de la question en étant en interne, que je verrai peut-être beaucoup plus clair. Et donc ce que j'ai dit, moi, par rapport à la discrimination, déjà, qu'il faudrait que nous-mêmes, au niveau de cette communauté, de cette composante africaine, nous puissions nous responsabiliser. Parce que nous avons du mal à revendiquer. Et il faut qu'on s'organise pour être fort dans la revendication. Quand vous êtes suffisamment organisé, vous savez bien revendiquer, les choses peuvent bouger. Oui, laissez-moi terminer un peu. Quand j'ai dit ça, c'est lié pour moi à un problème aussi au niveau de cette communauté qui a du mal à se structurer vraiment. Il faut qu'on arrive à nous structurer en termes de corporation, de peser socialement, d'avoir une société civile forte. Avec cette société civile forte, nous pourrons faire des revendications nommément, avec des réflexions clairement, parce que vous savez que dans ces pays par exemple, tout ce qui touche au quota ethnique, ce n'est pas autorisé, c'est contre la loi. Mais ce sont des éléments que nous pouvons réfléchir avec des chiffres pour ramener dans les tables des négociations et surtout au sein de nos partis pour dire voilà, nous on a réfléchi. Je vous ai parlé des états généraux. Quand nous faisons ce genre de choses, on peut plus nous entendre et mieux comprendre les problèmes. Mais si on parle des discriminations, par exemple, sans chiffres, c'est aussi difficile. Oui, moi je crois que, bon, là tu abordes la réponse d'un sens, mais la question que je pose, elle est plutôt dans l'autre sens. C'est vrai qu'au niveau de nos communautés, c'est vrai, il faut prendre conscience, il faut revendiquer, parce qu'il y a un problème, mais je considère qu'au sein du FDF, du parti FDF,
on est conscient de ce problème. C'est-à-dire que le parti FDF a un programme par rapport à cette question qui est déjà, indépendamment du fait que les communautés peuvent s'organiser pour revendiquer, les FDF ont déjà des solutions. Je vais les prendre sur ça, voilà, effectivement. Sur cette question-là, les FDF proposent par exemple que nous puissions renforcer tout ce qu'il y a comme inspecteurs au niveau de l'emploi. Et que ce soit ces inspecteurs-là qui vérifient en quelque sorte les entreprises. Et je crois que c'est important de commencer d'abord par l'État. Parce que l'État, c'est l'État qui donne des signaux. Il faut que l'on voie qu'il y a de plus en plus de changements, des mouvements positifs en direction de cette communauté qui est discriminée, c'est un fait. Donc nous voulons nous appuyer sur des inspecteurs au niveau de l'emploi pour que eux vérifient sur base de certains critères que nous établirons avec les partenaires sociaux pour voir si telle entreprise n'est pas suffisamment allée dans le sens de pouvoir permettre à ce qu'il y ait une émulation de ces populations-là. C'est pour ça que j'ai dit, la plupart des partis politiques, par exemple, ne veulent pas des quotas. Oui, mais moi je pense que là c'est comme si on était en train de critiquer d'avance les entreprises, alors que on devait avoir un élan beaucoup plus souple de soutenir les entreprises. Tout à l'heure, on disait que les FDF c'est des libéraux sociaux, oui. Et dans les explications que tu donnais par rapport au concept libéraux, c'est qu'on encourage quand même l'entrepreneuriat, l'initiative privée. Oui. Alors, dans ce cas-là, hein, est-ce qu'il n'est pas plutôt possible de se concentrer pour voir comment aider les entreprises? Mais lorsque tu dis que voilà, les inspecteurs pour contrôler les entreprises, c'est pas une façon d'attaquer les entreprises. Non, on ne les attaque pas. Au lieu de les aider à pouvoir créer de la richesse, se développer pour créer de l'emploi et résoudre ce problème oui, bien sûr, mais on ne les attaque pas, parce que l'État doit être là pour arbitrer quand même les... ça se fait déjà. Oui, mais c'est ça que j'ai dit. Mais on a un problème de discrimination, malheureusement, on n'accepte pas les quotas. Hein, au niveau des partis. Parce que moi, je pense, moi personnellement, j'aimerais bien qu'on arrive vers les quotas. Le problème, c'est que la plupart des partis comprennent bien, pour le moment, la notion des quotas n'est pas encore acceptée. Or, comment voulez-vous faire admettre que nous, de la communauté subsaharienne, nous sommes discriminés? S'il n'y a pas de chiffres, s'il n'y a pas de quotas, c'est difficile. Moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, nous devons booster dans ces sens-là. Et pour qu'on y arrive, il faudrait que nous-mêmes, déjà, nous puissions nous organiser, mais aussi que l'État mette quelques balises. Et je pense que les inspecteurs à l'emploi peuvent servir à cela, pour montrer que, bon, ici, ça a bougé, là-bas, ça a moins bougé. Il faut qu'il y ait l'arbitrage. S'il n'y a pas d'arbitrage, ça ne suivra pas tout de suite. N'oubliez pas que c'est un pays assez complexe, la Belgique. Oui. Hein. Il y a déjà des confrontations au niveau des communautés. Et donc, si vous amenez ces choses-là, parfois, ça traîne. Et c'est pour ça que je reviens pour dire que c'est important que nous puissions le faire déjà au niveau des partis politiques. Parce que ce sont les partis politiques qui nomment les ministres, ce sont les partis politiques qui décident. En Belgique, c'est un pays particratique, hein, je dirais. C'est vraiment là qu'il faut faire. Et donc, pendant très longtemps, on ne nous a pas assez entendus. Et donc, d'ailleurs, les pionniers qui sont entrés en politique, issus de notre communauté, vous verrez que la plupart sont entrés en politique sans programme personnel, sans projet de société. Et moi, je pense que quand on s'engage en politique, même s'il y a un projet de société du parti, il est important que celui qui s'engage en politique se fasse un chemin, qui propose aussi un mini, je dirais, projet de société, surtout par rapport à sa base. Ça permettra à ce que demain, il y ait une véritable compétitivité et que là-bas, on nous entende aussi avec des bonnes lectures des questions qui nous touchent. Je pense que je suis mieux placé que quiconque de pouvoir parler de la communauté congolaise au sein de mon parti si je suis en face des gens qui ne sont pas issus de cette communauté. Ok, il y a aussi un problème majeur au sein de la communauté, ça c'est pas seulement la communauté congolaise, mais aussi africaine de manière générale, c'est la validation des diplômes. Vous imaginez des gens qui ont, quelqu'un qui est licencié en droit, ou un médecin qui quitte le Congo, ou encore un licencié en économie, et qui vient en Belgique, hein, son diplôme n'est pas validé, c'est-à-dire qu'on lui impose certaines choses qui parfois ne sont pas acceptables. C'est une discrimination. Oui, effectivement. J'ai vu que dans le programme de FDF, vous avez prévu ce que vous appelez le processus de validation des compétences. Ça consiste en quoi? Bon, écoutez, il faut aussi reconnaître qu'il y a des pays où malheureusement, il y a un peu trop de laisser-aller au niveau d'obtention des diplômes. Je pense malheureusement que dans certaines institutions, que je ne pourrais pas citer ici, on a remarqué que peut-être malheureusement du côté du Congo, il peut y avoir des laisser-aller, on voit des gens qui peut-être ne reflètent pas les backgrounds, les diplômes qu'ils ont. Et donc, ces genres de choses, ça handicape finalement toute une communauté, et on arrive à mettre ces balises-là pour essayer de vérifier, de voir si effectivement, malgré tout ces désordres qu'il y a, parce qu'il faut le dire, hein, il y a un véritable problème au niveau, par exemple, de l'éducation dans certains pays, notamment dans certains secteurs de la RDC. Donc il faudrait ici que la Belgique se dise, mais tiens, si on a quelqu'un qui est formé,
qu'on soit sûr qu'il est bien formé. Et c'est fort dommage parce que c'est un pays qui a beaucoup de talent et qui a une très bonne formation des bases. Et moi, j'en doute pas. Voilà, il y a beaucoup de potentiel. Voilà, ça, c'est mis juste des balises, encore une fois de plus, pour espérer que les gens qui arriveront pourront être vraiment des personnes bien qualifiées, très bien formées. C'est peut-être aussi là aussi le problème de l'absence de l'État. C'est pour ça que nous nous battons pour qu'au Congo, il puisse y avoir un véritable État. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Oui, on va revenir en détail sur le Congo, mais je n'ai pas reçu une réponse par rapport à la validation des compétences. Je crois que c'est quand même déjà une proposition que fait le parti. Hein. Maintenant, c'était plus pour éclairer un peu les gens, hein, quand on veut valider. C'est vrai, le diplôme, valider les compétences. Au lieu de valider le diplôme, on valide les compétences. Je réponds, parce qu'il y a des gens qui ont acquis tout au long du travail, les différents travaux qu'ils ont fait, ils ont acquis des compétences. Et ces gens-là, ils ont des qualifications qui ne sont pas notifiées. Mais on leur reconnaît une certaine maîtrise dans certains domaines. Et donc, c'est que les FDL proposent, qu'on puisse reconnaître quelqu'un qui n'a pas un diplôme, mais via certaines démarches, hein, avec toute une équipe, évidemment, faite par des universités, etc., notamment l'ULB, on essaie de voir, mais non, ce monsieur est peut-être bon comme animateur, il a fait un cursus, un parcours qui lui réfère ou lui reconnaît une certaine accumulation, des connaissances, etc., etc. Cette personne-là, on peut lui livrer, donc validation de compétences, mais on peut lui délivrer un diplôme sur base de ses acquis. C'est ça que nous disons. Ah, mais c'est très bien. Mais je voudrais revenir encore. Je suis en train de citer en fait certains problèmes qu'on rencontre au niveau de la communauté. Là, c'est moi qui les cite, mais tout à l'heure, je te laisserai aussi par rapport un peu à l'enquête que tu as faite toi-même sur le terrain. Voilà. On parle de la délinquance juvénile au sein de nos communautés. Hein. Surtout sur Bruxelles, tu seras député au niveau de Bruxelles. Il y a une délinquance juvénile. Il y a beaucoup de nos jeunes à nous qui se forment en groupe, mais des groupes qui deviennent assez dangereux. Est-ce que tu as eu une idée? Je sais que tu es un acteur dans le secteur culturel, tu as quand même une idée un peu des statistiques d'il y a 3 ans jusqu'à ce jour. Est-ce que le taux d'agressivité, le taux de banditisme, toutes ces choses, est-ce que ça évolue dans le positif ou dans le négatif? Voilà. Alors, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour régler ce problème, selon ton parti, selon toi-même? Déjà, merci pour cette question, parce qu'il y a déjà une réponse dans ce que nous, on avait initié, les États généraux de la jeunesse africaine de Bruxelles. C'était pour répondre à ça. Donc nous avons fait ça en 2010. Malheureusement, encore une fois de plus, il n'y a pas des statistiques en Belgique sur des bases ethniques. Et nous le déplorons, moi personnellement je le déplore, et donc je pense qu'il faut qu'on autorise à ce qu'on arrive à ça, parce que ça nous permettra d'avoir des chiffres nets. Comme il n'y a pas, la loi n'autorise pas encore, donc du coup, nous avons certes des estimations. Mais toujours est-il que nous pensons que, et les États généraux, et tout ce qui s'est passé après, aujourd'hui, il y a quand même une évolution, je dirais, beaucoup plus positive. Pourquoi? Parce que ce que nous avons fait, ce que nous avons remarqué pendant les travaux des États généraux de la jeunesse africaine et avant, c'est qu'il y avait beaucoup plus de jeunes d'origine africaine, qui avaient plus de talent, qui travaillaient, qui étaient des jeunes très bien, et que l'on ne mettait pas assez d'accent sur cela. On nous montrait que quelques petites minorités, des bandes qui se retrouvaient, et donc on voulait nous faire croire que dans la communauté africaine, la jeunesse c'est celle-là. Et nous avons été, avec l'enquête des États généraux, pour démontrer que c'était faux. Et donc, quand vous privilégiez, vous montrez beaucoup plus des jeunes qui font des choses positives, vous les mettez en valeur assez souvent, et surtout l'accès dans les médias, vous verrez que ça va faire réchuter tous ces banditismes-là, parce que les autres vont se dire, mais tiens, mais nous sommes les seuls à faire un peu les voyous, alors que la grande majorité étudie, veut réussir dans la vie, etc., etc. Donc pour nous, c'est cette approche-là, nous voulons positiver, c'est comme quand on montre les images qui viennent d'Afrique, généralement on a tendance à vouloir nous montrer les images sur les sida, les images sur les guerres. Il y a une autre Afrique, une Afrique qui joue, qui est formidable, qui gagne. C'est cette Afrique-là que nous devons mettre en avant. Si nous le mettons en avant, ça va inciter le plus possible de nos jeunes à se regarder positivement et à s'accepter en tant que Belges d'origine africaine, assumer pleinement la double identité culturelle. Ça, c'est la force. Et c'est là que nous devons travailler, et nous, évidemment avec l'État aussi. Nous allons revenir en détail sur les aspects culturels, mais il y a aussi un problème important, c'est que nos communautés sont très pauvres. Hein, et la précarité est parfois due au fait que les charges que nous avons ne sont pas les mêmes qu'ont d'autres communautés. Nous sommes appelés à faire face aux charges de nos familles restées en Afrique, ce qui fait que cela, évidemment, nous enfonce davantage. Alors, dans nos milieux, dans nos communautés africaines, il y a un problème sérieux de surendettement. Hein? Alors, que faire par rapport à ça? Très bien, très bonne question. Je vais déjà vous donner une information que, dans les enquêtes que j'ai faites, il m'était arrivé de pouvoir chercher autour de moi une centaine, j'ai pris un échantillon de 100 personnes qui travaillent depuis 15 ans, qui sont de notre communauté, la communauté congolaise.
Et j'ai posé des questions très intelligemment pour savoir, parmi ces personnes-là, sans qu'ils se rendent compte d'abord, c'était anonyme quelque part, mais j'ai posé des questions pour savoir, ceux qui travaillaient depuis 15 ans, si parmi ces gens-là, il y avait quelqu'un qui avait dans son compte épargne 5 000 euros. Sur les 100 personnes, Damien, il n'y avait personne. Et je suis descendu à 3 000 euros, il n'y avait personne. À 2 000 euros, personne. Quand j'ai demandé s'il y avait quelqu'un parmi les 100 personnes qui avait 1 000 euros sur les 100, il y en avait 3. Ça montre ce que vous venez de dire, qu'il y a une précarité. Et donc cette précarité, ce n'est pas dû au fait que nous ne gérons pas bien, rien à voir. C'est vraiment ce que vous venez de pointer. Nous avons beaucoup de responsabilités. En plus de cela, nous avons eu aussi du mal à pouvoir comprendre le code culturel de ces pays-ci. On ne nous a pas préparé à cela. Donc il faut qu'on y réfléchisse dans ce sens-là. Alors, la question de surendettement, c'est d'abord la prise de conscience. Et c'est pour ça que j'ai dit, si moi je suis élu, je mettrai un bureau à Matongui. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est notre quartier de prédilection. Nous devons penser à les récupérer. Et je pense aussi que c'est important que les électeurs sachent où trouver leurs députés. Et que dans ces bureaux, j'aurai, je dirais, une branche, une cellule d'études, de réflexion sur ces genres de questions. Parce que c'est difficile de donner une réponse comme ça à ces questions-là. Il faut qu'on y réfléchisse avec des experts, avec des personnes qui ont vécu cela, et de sortir espèce d'événements en ordre. Et ça va nous permettre de voir dans quelle direction nous y allons. Mais je crois que la conscientisation de la communauté doit se faire avec nous, avec les partis, mais en commençant par nous-mêmes, sur ces thématiques-là, parce que la question de l'endettement, il y a plusieurs raisons derrière ça. On pourra y revenir, mais aujourd'hui, si nous devons aller dans les détails, on ira très loin. Il y a plusieurs raisons. C'est très bien. Nous allons continuer avec Olivier Kayomo. Là, nous allons aborder des questions en rapport avec la République démocratique du Congo. Donc, vous savez, ça c'est une question qui est inévitable par rapport à nos candidats. Et nous savons aussi que la majorité des électeurs dans la communauté congolaise essaient de faire leur choix par rapport à la position de nos candidats sur la politique de la Belgique par rapport à la RD Congo. Olivier Kayomo, la Belgique a une politique assez mitigée par rapport à la RDC, qui est ton pays d'origine. Quelle est ta lecture par rapport à ça? Ma lecture, elle est aussi une lecture, je dirais, mitigée. Mais en même temps, j'ai l'aveu responsable. C'est-à-dire que je pense qu'il est temps maintenant qu'une autre génération, en tout cas au niveau de la communauté congolaise, se mette debout. Et j'espère pouvoir tendre la main à une autre génération du côté belge. Parce que nous avons beaucoup de zones d'ombre entre ces deux pays. Il y a énormément de choses sur notre histoire où ce sont des non-dits, rien n'est peut-être dit. Vous verrez par exemple, je déplore le fait que dans les écoles belges, ici, on ne parle pas de l'histoire commune entre la RDC et la Belgique, alors que c'est vraiment une histoire commune. Il faudrait que ces genres de choses changent. C'est pour ça que nous pensons que le sang nouveau, notre génération, nous devons dire les choses. C'est aussi peut-être pour ça que je suis allé au MDF, parce que là, j'arrive déjà à parler avec mon président et il y a une certaine sensibilité. Alors, cette politique de la Belgique vers le Congo évoluera si aussi la communauté congolaise, je reviens sur la conscientisation, et on l'a vu, quand on nous a volé les élections en 2011, notre communauté s'est mise debout comme un seul homme. Et ça, c'est un signe très positif qu'il faudrait capitaliser de la conscientisation. Nous devons continuer. Nous devons continuer parce que si nous continuons, nous faisons nous-mêmes la lecture de la situation, nous pourrons faire des bonnes propositions pour que les rapports de force changent. Et il me semble qu'il est temps aujourd'hui d'aller sereinement faire la lecture de notre passé commun. Et c'est avec cette lecture de notre passé commun que nous pourrons tracer de nouvelles, je dirais, perspectives entre les Congos et la Belgique. Mais ce que j'ai dit déjà d'emblée, en tant que Belge d'origine congolaise, il est capital que les gens sachent que premièrement, nous devons, nous, les acteurs politiques d'origine congolaise qui nous engageons en Belgique, dire par rapport aux élections congolaises qu'en 2016, il n'est pas question que le président actuel se représente. Il n'est pas question. C'est deux mandats en 2016 et ça suffit et bye bye. Pourquoi? Parce que cette constitution a été élaborée grâce au fonds de l'Union européenne, donc des contribuables belges que nous sommes tous. Et l'Union européenne a fourni quelque part la constitution qui est aujourd'hui en cours au Congo. Et cette constitution dit 2 mandats. 2 mandats, c'est 2 mandats. Commençons déjà par ça. Si nous sensibilisons, nous, quels que soient nos partis politiques, nous tenons ces discours, d'abord au sein de nos partis, mais que nous tous, nous avons un même discours, ça permettra à ce que la Belgique nous regarde autrement. Et certainement que nous allons amener raisonnablement et diplomatiquement la Belgique à prendre cette position-là. Ça sera un début pour que le Congo puisse être très bien géré. C'est capital, parce que si le Congo n'est pas bien géré, nous, les Congolais de la diaspora, nous continuerons toujours à payer la facture.
Oui, mais pour déjà arriver à parler d'une bonne gestion du Congo, de la bonne gouvernance, comme on le dit, il faudrait effectivement que les élections se passent de la manière la plus démocratique et la plus transparente. Oui. Mais à ce jour, il y a déjà des indicateurs, n'est-ce pas, qui montrent comme tout le temps qu'il y a des risques, des fraudes. Et généralement, la Belgique cautionne ces choses. Tu vas te souvenir que lorsque il y a eu les élections de 2011, c'est la Belgique qui était la première ou le seul pays à pouvoir féliciter ou cautionner ces élections-là. Tu vois? Alors maintenant, quelles peuvent être des propositions concrètes? Que peut faire la diaspora congolaise par rapport à son implication dans un contexte d'anticipation de tout ce qui se prépare dans le processus électoral de 2016 et qui peut être encore une fois voué à l'échec ou soumis à plusieurs risques de fraude? Déjà j'appelle la diaspora à continuer à se structurer, à s'organiser. Ça, c'est capital, parce qu'il faut dire aussi que si nous ne sommes pas suffisamment organisés, suffisamment structurés, nous ne pourrons pas être une force. Or, il faut déjà, dès maintenant, que nous soyons une force. Et si nous sommes une force, parlons d'un seul langage. J'ai dit ma proposition, mon point de vue qui est clair, et dire qu'en 2016, il faut commencer à le dire, mais il ne faut pas attendre 2016. Ouais. En 2016, il n'est pas question que le président sortant actuel au Congo se représente. Si nous le disons avec toutes nos associations, et surtout nous faisons pression au sein de nos partis respectifs, ça sera déjà un plus. Les FDF ont le même langage, ou c'est un langage d'un patriote, d'un Belge d'origine congolaise qui s'exprime? Nous avons travaillé, ça c'est déjà ma position, mais je vous le dis clairement, que personnellement j'ai travaillé, j'ai parlé de ça avec mon président du parti, et il se prépare quelque chose avant ces élections, dans ces sens-là, pour que le président aille dans cette direction-là. Moi j'y travaille depuis 3 mois, pour pouvoir lui faire comprendre qu'il y va aussi de notre intérêt en tant que FDF, vis-à-vis de notre crédibilité et de notre soutien en direction de la communauté congolaise, qui, il faut le dire, est un électorat qui est assez intéressant, et c'est un électorat qui est quand même assez fâché par rapport à certains partis politiques francophones traditionnels. Donc je pense que M. Mengue, qui est très sensible et qui comprend de plus en plus la question stratégique de la RDC, abondera, je l'espère, d'ici très rapidement, dans ces sens-là. Mais ça, c'est vraiment les travaux qu'on fait en interne. Mais à part ça, je reviens pour dire que, déjà, si nous disons que le président sortant en 2007 ne va pas se représenter, nous devons aussi, nous, la diaspora, mais aussi ceux qui sont au Congo, commencer déjà à penser à faire émerger certains visages. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il va partir, qui on mettra? Si nous ne le faisons pas, s'il n'y a pas des visages qui se dégagent, on risque de nous mettre encore quelqu'un de pire. Or, vous savez que la nature a horreur des vies. Donc pendant que nous disons qu'il faudrait qu'en 2016, que le président sortant, gentiment, qu'il laisse la place, parce que c'est la Constitution, il n'y a même pas question de jeter de guerre, c'est comme ça, il est important que nous puissions être capables de nous mettre autour de 2, de 3 personnes, de 3 visages qui doivent se dégager pour qu'on sache que bon, si demain tel président n'est pas là, ben, le Congo va aller dans tel autre sens. Mais je reviens pour dire que c'est important de cette communauté au niveau de la diaspora que nous puissions nous organiser. Et moi j'en appelle à ce qu'on s'organise en termes de corporation. Des corps de métier. Nous avons combien d'infirmiers, combien d'infirmières et aides-soignantes en Belgique, par exemple? On n'a pas de chiffres, mais d'après ce que je sais, il semblerait que ça évolue entre 1200 et 1000, rien que dans la région bruxelloise et environ. Daniel, c'est beaucoup. Mais il faut faire en sorte que ces gens-là se rencontrent, qui parlent de leur métier, des inconvénients et aussi des avantages de leur métier en tant qu'infirmière, aide-soignante d'origine congolaise ou d'origine africaine. Pourquoi ne pas imaginer qu'ils puissent se constituer en syndicat? Ça sera une force sociale. Nous avons vu dans les cas de la STIC par exemple, nos amis de l'Afrique du Nord, mais sont assez représentatifs. Quand on a touché à un, pendant une semaine, la ville de Bruxelles était paralysée. C'est un levier. C'est-à-dire que sur le plan social, c'est une corporation de toutes ces personnes qui travaillent là-bas. Donc nous pouvons aussi avoir, par exemple, les secteurs médicaux, comme je venais de le dire. Et si nous le faisons avec les secteurs médicaux, faisons-les, imaginons que nous le faisons avec les artistes, avec nos informaticiens, avec nos banquiers. On n'a même pas une banque à nous. On n'a pas une banque. Il faut qu'on pense à ça. C'est pour ça que j'ai dit c'est important d'avoir une cellule de réflexion. Ça m'étonne quand même que jusque-là, nous ayons des représentants qui n'aient pas pensé à cela. Il faut avoir des cellules de réflexion et ça sera la société civile qui va nourrir cette réflexion. Nous ne ferons que nous, en tant que politique orientés, si possible, éduquer les populations. Ce sont de très bonnes idées avec Olivier Kayomo. Nous allons maintenant passer à des questions qui concernent Olivier Kayomo. Tout à l'heure, je disais que c'est quelqu'un qui c'est un acteur qui a un background très riche sur le plan culturel. Olivier Kayomo
tu as écrit un ouvrage appelé Appellation d'origine africaine. Tu es l'auteur de certaines pièces théâtrales. Moi, je t'ai vu jouer dans Des morts pour rien, hein, il y a plusieurs années. J'étais co-auteur. Voilà, co-auteur. Voilà, je t'ai vu organiser Le Fleuve s'invite. Le fleuve Congo s'invite en Belgique. Je t'ai vu développer un projet appelé Brico pour le Congo. Et là, là, tu es dans un autre spectacle de théâtre appelé Jeunes et Seigneurs, qui va se dérouler dans 2 semaines. Oui. Je voudrais bien qu'on puisse passer activité par activité et entité par entité. Je commence par ton ouvrage Appellation d'origine africaine. Je verrai que tu n'oublies pas non plus orthographique. Voilà, ça c'est très important. Orthographique, on va y revenir, c'est quelque chose de très important. Voilà, Appellation d'origine africaine, c'est quoi? Appellation d'origine africaine, c'est une lecture que Olivier Kayomo a faite sur la ville de Bruxelles, mais une lecture avec des lunettes africaines. C'est-à-dire que j'ai voulu parler de Bruxelles en étant à l'intérieur de la communauté africaine. J'ai voulu parler de Bruxelles, faire une lecture de ma double identité culturelle. Je suis arrivé en Belgique il y a une vingtaine d'années, j'en ai à peu près aujourd'hui le double. Ça veut dire que j'ai vécu la moitié de ma vie au Congo, où j'ai été baigné dans cette culture congolaise et africaine qui m'a beaucoup enrichi. Je suis arrivé en Belgique, j'ai épousé aussi ma deuxième culture, hein, qui est une culture d'accueil. Je pense que de ces deux, j'ai fait la symbiose et ça m'a donné une richesse extraordinaire. Tu dis une phrase assez intéressante, oui. L'Afrique est mon berceau, Bruxelles est ma mère adoptive, et les deux font partie de moi. C'est intéressant. Voilà. C'est ça la signification de appellation d'origine africaine. C'est parfait. Mais c'est pour quelle finalité, appellation d'origine africaine? C'était d'abord pour une finalité de honorer cette communauté, de se sentir fier, de retrouver les prestiges. Parce que vous savez, pendant très longtemps, la communauté subsaharienne est un peu méprisée par beaucoup, mais aussi parfois peut-être par elle-même, sans se rendre compte. Et donc ici, c'était question de redorer un peu cette image. Vous conviendrez avec moi, les titres m'est venu quand on m'a offert une bouteille de vin, n'est-ce pas, Bordeaux, hein, appellation d'origine contrôlée, qui est quelque chose, je dirais, de prestigieux, on dira. Et donc je me suis dit, on va faire appellation d'origine africaine pour redorer l'image et montrer que nous pouvons, si nous prenons conscience des richesses culturelles et historiques que nous avons en tant qu'Africains, et si nous ouvrons les yeux de notre pays d'accueil et nous essayons de tirer les positifs de cette Belgique. C'est la symbiose des deux, hein, la richesse culturelle africaine et la richesse belge, n'est-ce pas, qui nous donnera une force. Et nous pourrons alors aller plus loin, et même peut-être plus loin que les Belges, parce que nous aurons une double identité culturelle qui est une richesse. Exact. Ça, je recommande ce bouquin à tout le monde qui est intéressé. Je crois que Olivier, comme tout à l'heure, donnera les coordonnées hein, pour voir dans quelle mesure on peut s'en procurer et savoir quel en est le contenu. Mais je voudrais qu'on parle d'orthographique. Orthographique. C'était quoi la motivation? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a motivé à initier le projet orthographique et il consiste en quoi ce projet orthographique? Orthographique, comme le mot le dit, hein, c'est un jeu de mots. Hein, c'est deux mots, c'est orthographe et Afrique. Orthographique est né, en fait c'est le premier bébé des États généraux de la jeunesse africaine de Bruxelles. Quand nous avons fini les États généraux de la jeunesse africaine de Bruxelles, dans nos recommandations, nous avions dit qu'il était important de faire des projets, d'initier des projets qui allaient révaloriser notre jeunesse et qui aussi allaient préparer la jeunesse à bas âge déjà, à pouvoir assumer pleinement sa double identité culturelle. Comme les écoles ne parlent pas de notre histoire commune, nous allons en parler dans les projets divers. Et donc, une idée formidable est venue de dire, écoutez, je viens d'Afrique, je parle français, nous allons commencer d'abord par la langue, parce que mon père me disait toujours que au commencement était la parole, et il avait raison. Et c'est d'ailleurs ça qui forge aussi quelque part ma personnalité. Je crois que si nous donnons la chance à nos enfants de maîtriser une langue, hein, une langue de leur scolarité, par exemple le français ou le néerlandais, mais pas seulement la langue de leur scolarité. Aux États généraux, nous avons dit, en dehors de ces deux langues, quand il s'agit de la Belgique, nous devons tout faire pour que nos enfants apprennent aussi à parler nos langues africaines, les Lingala, les Swahili, etc. On a vu que quand nous étions encore tout jeunes à Kinshasa, par exemple, nous étions déjà trilingues. Ça ne nous a jamais perturbé. Donc, les enfants ont la capacité et il faut les inciter. Par contre, dans les langues scolaires, c'est-à-dire comme ici, le français, c'est important que les enfants maîtrisent très bien une langue. Quand vous maîtrisez une langue, qui est un outil de scolarité, vous avez la chance d'embrasser tous les autres domaines de la vie. Si vous voulez être un médecin, si vous maîtrisez la langue avec laquelle vous étudiez, vous serez probablement un bon médecin. En Belgique, on n'a pas ce problème. Nos enfants n'ont pas de problème de langue française. Je vais y revenir. Donc, c'est vrai que nos enfants n'ont peut-être pas le problème de la langue française, mais nos enfants ont un problème d'identité culturelle africaine. L'autre partie
Demain, donc orthographique, voilà, orthographique intègre. C'est ça que j'allais okay. amener le côté Afrique. Okay. Et le côté Afrique apporte ce que l'école ne donne pas. Okay. C'est que eux ont peut-être dans leur représentation qui présentent leur peau, mais la peau noire, il y a aussi toute une culture derrière ça. Voilà. Et donc, orthographique, c'est quand la langue française rencontre les auteurs africains. Non, mais le projet est aussi implanté au Congo. Du moins, il y a un projet d'implanter oui. la même activité au Congo. Là, je vais y revenir sur le Congo. Sens, hein. C'est un autre sens. Mais je vais y revenir. Parce oui. qu'en fait, l'idée de faire orthographique, c'est de dire quand la langue française rencontre les auteurs africains. Vous savez que il y a beaucoup d'auteurs africains qui ont apporté énormément dans la langue française, mais peut-être qu'on ne le révalorise pas assez. Et nous-mêmes non plus. Donc nous avons pensé qu'avec ces projets, il fallait mettre en valeur ces auteurs. Pourquoi? Les auteurs sont des personnages, des personnalités qui font quasiment presque l'unanimité. C'est pas comme des politiques où on peut avoir des avis contradictoires. Quelqu'un comme Kamara Lay, l'enfant noir, on est tous d'accord. Le côté poétique ou d'auteur des Senghor, on est tous d'accord. Et donc l'idée était de dire aux enfants, à nos enfants au départ, voilà, nous avons aussi écrit et nous avons des auteurs qui ont beaucoup apporté dans la langue française, en le mettant devant. Parce que chaque auteur vu, on le projetait. Les enfants s'identifiaient à ces auteurs-là. Ouais. Mais il y a aussi quelque chose d'important. Quand tu dis la langue française rencontre les auteurs africains, mais je crois aussi la langue française rencontre la culture africaine. Exactement, c'est ça. Donc c'est beaucoup plus vaste. D'ailleurs, dans la thématique, dans la question orthographique, tous les mots français qui se terminent par graphe, c'est graphique. Ok. Par exemple, la géographie, quand on étudie dans ces thématiques, parce que nous avons fait différentes thématiques d'orthographie quand les enfants viennent, parce qu'il y a d'abord des séances d'entraînement pendant les 3 premiers mois, et puis après c'est la compétition. Mais on aura une occasion d'en parler vraiment en détail. Voilà. Mais là, moi, j'ai vu que dernièrement, tu as organisé une activité que tu appelais le fleuve Congo s'invite en Belgique. Oui. C'était pourquoi l'activité et c'était vraiment dans quel but, pour quelle finalité, et qu'est-ce qui t'a motivé à l'organiser? Alors ça, c'est une activité qui, j'espère, va être pérennisé. Déjà là, nous nous préparons pour l'édition 2014 qui aura certainement lieu le 9 août et le 17 août. Mais on y reviendra. Alors, le fleuve Congo s'invite en Belgique. C'est un concept, donc une croisière à thème. L'idée première était d'inciter la communauté congolaise au départ, mais aussi toute la communauté africaine, à penser aussi à aller investir et à dynamiser les secteurs maritimes et fluviaux au Congo et en Afrique. Pourquoi? Nous avons un bassin du fleuve Congo fantastique. Nous avons des rivières extraordinaires. Nous avons des poissons magnifiques. Mais nos peuples, beaucoup meurent de faim. Et nous, ici, nous avons du mal aussi à nouer les deux bouts de moins parce que les charges sont telles, on l'a dit, et nous n'avons pas eu tout de suite la facilité d'intégrer le code culturel d'ici. Et ça nous pose des problèmes. Et donc, on revient à une démarche qui voudrait que, pour que nous puissions être équilibrés, bien vivre, et ça, j'attire l'attention à nos populations, de penser à investir chez nous. Et donc, les secteurs maritimes et fluviaux peut être un moyen d'investissement. Et donc, moi, j'ai pensé à faire venir le fleuve Congo ici, pour que nous puissions être dans la logique du fleuve Congo. Donc, nous naviguons, nous prenons le bateau à Pont-Van-Prat, nous allons jusqu'à Anvers toute une journée, de 9h à 19h, nous revenons à 19h, et nous naviguons comme si nous étions sur le fleuve Congo. Mais c'est un peu dans la même logique que le projet Brico pour le Congo. Oui, mais Brico pour le Congo, si vous voulez, ça c'est sur terre. Là, on est un peu sur mer, donc c'est vraiment secteur fluvial et maritime, tout ce qui est moteur hors bord, baleinière. Hein, il y a des gens dans la communauté qui pensent, qui veulent investir dans ces secteurs-là. Ils ne savent pas où avoir les informations. Dans le bateau, il y a ces entrepreneurs qui vendent ces machines et qui sont dans le bateau, donc les gens peuvent venir manger, boire, relier l'utile à l'agréable, eux aussi s'informer pour pouvoir investir, acheter les moteurs et poser toutes les questions. Alors Brico pour le Congo, c'est un peu son penchant, mais sur terre, c'est-à-dire que ici nous avons des bricots, l'idée c'est d'inviter la communauté à aller avec un budget moyen, hein, on peut se retrouver à 4 à 5, aller avec un budget moyen, entrer dans les magasins, supermarchés, bricots, et chercher un secteur, par exemple tout ce qui est peinture, l'un prendra la peinture, l'autre quincaillerie, quelqu'un d'autre l'électricité, aller acheter ces appareils-là, parce que ça a fait défaut au Congo pour le développement, et commencer par créer une petite entreprise dans cette direction-là, chez soi au Congo, et nous retrouver à 3 mois, 4 mois après, pour faire un peu le bilan des difficultés qu'on a eues, pour se souder mutuellement, et c'est ça l'essence de Brico. Il a l'avantage d'organiser un transfert de compétences. Exactement, aussi. Ok, donc on est à la fin, hein, donc, mais il faudrait quand même qu'on puisse parler du spectacle théâtral que organise Olivier Kayomo le 15 mai. Un spectacle théâtral qui parle un peu, qui tourne autour du respect intergénérationnel, intitulé « Jeunes et Seigneurs ». Tu peux nous en parler en 1 minute? Oui, en 1 minute, jeunes et seniors, comme le mot l'a dit. Donc, je fais jouer des jeunes de 15 à 21 ans et de seniors
ou seniors si vous voulez, hein, nos anciens de 74 et 76 ans. Et tenez-vous bien, j'ai un senior congolais d'origine et un autre belge de souche. Et donc je suis vraiment dans la multiculturalité. L'idée c'est de permettre à ce que ces deux générations se rencontrent pour installer un respect intergénérationnel. Je veux comprendre, je veux que la jeunesse actuelle se dise que si cette jeunesse se retrouve dans un bus, dans un tram, et qu'il y a un ancien qui a des cheveux blancs, comme on le faisait en Afrique, qui puisse céder la place et qui comprenne pourquoi on fait ça. Le respect vis-à-vis des anciens, ça nous permettra de vivre pendant longtemps. Et ça, c'est un peu l'idée de jeunes et seigneurs. Je t'invite alors à dire ton dernier mot et à inviter évidemment la communauté congolaise ou à toute personne intéressée à venir te suivre lors de ce spectacle. Et surtout à voter pour moi. Je crois que c'est ça aussi les buts. Voilà. Je commencerai par là. Je suis Olivier Kayomo. Je suis donc le candidat numéro 28 sur la liste 6, liste FDF à la région bruxelloise. Je demande que ceux qui auront suivi cette intervention puissent me soutenir et j'espère que ce sont les idées OK que j'ai développées. Voilà pourquoi mon slogan de campagne c'est voter OK. Voter OK parce que ce sont aussi mes initiales, Olivier Kayomo. Je vous demande de voter OK. Si vous votez OK le 25 mai, je serai donc votre député bruxellois et je mettrai ma permanence à Matongé parce que je veux que les miens sachent où me retrouver. Mais en même temps, je vous invite pour ceux qui auront le temps à venir le jeudi 15 mai au théâtre à 19h30. Nous serons à la basilique de Kuckelberg à 19h30 pour la pièce de théâtre Jeunes et Seigneurs. Alors, si les amis veulent me contacter, je donne mon numéro de téléphone pour des échanges 0489 72 0037 0489 72 0037 ou bien vous m'envoyez un message par mail kaiolivier@hotmail.com. Alors, je vous demande à tous de voter OK. Merci Olivier Kayomo. Merci. Nous voulons vous dire aussi merci, chers amis et chers téléspectateurs. Nous disons aussi merci à Rich Tempête, le General Manager, pour le plateau disponible d'EDTV. Merci aussi à Benzema pour la partie technique. À très bientôt.